bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors vous êtes des héros ce soir. Vous êtes venus en dépit de l'épidémie. Ce qui prouve qu'en dépit d'une épidémie, la vie continue. Je vous remercie de cet esprit positif dont vous faites montre. Parce que même si le président en a parlé ce soir assez longuement, même si nous sommes dans un moment qui, nationalement, pour notre peuple, est un moment de tension, nous devrons le dépasser et nous devrons aller plus loin et nous devrons, par-dessus tout, faire triompher la vie. C'est ainsi que j'ai compris l'intervention de notre président ce soir. J'ai eu une rude concurrence, vous l'admettrez. Macron contre Cross. Bon, mais vous avez relevé cette concurrence. Les élections municipales, on ne le savait pas à 20h, à 20h02, on le savait, les élections municipales sont maintenues. Et mon devoir en tant que candidat, et je pense que c'est le devoir d'ailleurs de tous les candidats, dont certains sont d'ailleurs présents ici, va être que le débat démocratique qui s'offre à vous soit de haute tenue. Donc merci d'être venu, merci d'être positif par rapport à l'épidémie, merci de me choisir par rapport à mon concurrent, le président de la République, et surtout, par-dessus tout, merci de vous intéresser à notre ville. Elle en a besoin. Elle en a besoin, et c'est pour ça que je suis fier et heureux de vous accueillir. Vous savez, ce premier tour, Clément le disait à l'instant, qui approche, est l'aboutissement d'un long et profond engagement pour notre commune. Pour tout vous dire, j'espère d'ailleurs que l'engagement pour la commune, mon engagement personnel et celui de mon équipe, ne s'arrêtera pas au soir du premier ou du second tour. J'ai l'ambition qu'il aille naturellement beaucoup plus loin. Vous devez savoir que notre candidature à cette élection n'est pas un coup de tête. Notre candidature à cette élection n'est pas un service commandé pour tel ou tel parti dont, de vous à moi, je me contrefous complètement. Cette élection, ce n'est pas un rendez-vous de carrière pour l'un ou l'autre d'entre nous et pour moi-même en particulier. Je ne suis pas en train de préparer, j'espère vous rassurer, ce faisant, l'étape d'après. Cette élection, c'est surtout un rendez-vous avec cette ville. Vous savez, moi, je suis un provincial. Je suis auvergnat, c'est vous dire si je viens de loin et de contrées différentes des nôtres. Et Mongeron, c'est la ville où j'ai décidé d'enraciner ma famille. C'est vous dire si elle est importante à mes yeux. Ça fait 20 ans que ma famille se développe, s'implante, vit des moments importants, des moments plus difficiles dans cette commune. Et cette commune, pour tout vous dire, je l'ai toujours aimée. Je l'ai aimée au premier instant, peut-être parce que la première fois que j'y suis venu, j'avais rendez-vous avec la femme que j'aime et que j'ai épousée. Bravo. Mais surtout, parce que là on parle d'une ville et pas simplement d'une famille, parce que j'ai toujours aimé sa diversité. Sa diversité m'a frappé dès le départ, dès le premier RER que j'ai pris pour m'y rendre. Parce que j'ai aimé son cadre de vie et son environnement. Parce que j'ai participé à la vie de ses associations. Parce que ces écoles ont fait sa réputation et j'ai pu le mesurer avec mes propres fils. Je crois qu'avec mes 35 colistiers, avec mon comité de soutien qui est présidé par Joël Meillat, que je veux ici saluer, je crois que nous avons tous un point commun. Nous avons chevillé au corps l'envie de faire progresser cette ville, de la faire progresser au service de ses habitants. Parce que c'est ici que tout simplement vivent tous ceux que nous aimons. Et je vais vous dire, on nous accuse, on dit parfois tel ou tel. Nous sommes des militants. Oui, nous sommes des militants. Nous sommes des militants de Mongeron. Nous ne sommes pas une liste sans étiquette, nous sommes la liste de Mongeron. Alors pourquoi s'investir au niveau d'une commune comme la nôtre? Parce que c'est celle qu'on a, j'ai essayé de vous l'expliquer. Mais c'est surtout parce que c'est ici et maintenant que nous pouvons faire bouger les lignes. Vous savez, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on devient maire pour ensuite s'excuser en permanence que tout se décide au-dessus.
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on fait bouger le monde dans de grandes organisations nationales ou internationales. Je crois que nous sommes tous responsables de ce que devient notre pays, notre collectif. Et je suis persuadé que c'est ici, dans une comme la nôtre, en plus qui a une taille critique intéressante, 24 000 habitants, c'est ici qu'on peut faire progresser les choses très concrètement par des actions du quotidien. Je vais vous parler d'un long engagement. Moi, mon engagement dans la commune, il a commencé voici une dizaine d'années. Et puis il s'est accéléré en 2014 lorsque je suis devenu élu de la commune. En 10 ans, il y en a eu des actions menées. J'ai mené des centaines de réunions en tant que militant associatif, en tant qu'élu. J'ai rencontré des milliers de Montgeronais, j'ai sonné à des milliers de portes. Alors naturellement, pendant la campagne, les choses s'accélèrent. Mais ça fait 10 ans que je rencontre, que je débat, alors parfois très positivement, parfois plus durement, que je me nourris de vos idées, que je me pose les questions que vous vous posez, que j'étudie les dossiers à votre contact. En 10 ans d'engagement, j'ose dire que j'ai appris. J'ai appris et je me suis forgé des convictions sur ce que pouvait être notre commune, notre territoire. Puis progressivement, une équipe forte, compétente, enthousiaste, motivée, diverse, s'est constituée autour de moi. C'est cette équipe qui aujourd'hui se présente à vous. C'est cette équipe que j'ai la fierté de vous présenter. Je vais vous dire, cette équipe, elle ressemble à notre ville, tout simplement. Elle rassemble tous les quartiers, elle rassemble tous les âges, elle rassemble tous les métiers. C'est avec avec une équipe comme celle-ci qu'on peut faire bouger les lignes. Et je vous demande de l'applaudir parce que l'engagement citoyen, c'est super important. Alors ce soir, nous sommes à trois jours d'un premier tour. Je vais vous donner une conviction. Si je me trompe, vous m'en voudrez pas. Je pense que ce premier tour va être très très disputé. Mon travail de terrain me convainc qu'il y a véritablement une attente d'autre chose à Montgeron. Ce premier tour va être très très disputé et je ne vous parle pas du second, qui va être homérique à mon sens. À 3 jours de ce rendez-vous important, nous nous réservons un moment où nous allons pouvoir vous présenter le fruit de notre travail collectif, le fruit de tous les échanges que nous avons pu avoir avec vous. Nous vous présentons notre programme. Ce programme, je le crois, est pesé. Il est mûri, il est réfléchi, il est chiffré, il est résolument tourné vers l'avenir. Nous n'avons pas voulu faire un programme pour faire beau, nous avons voulu faire un programme qui nous permette d'avancer en un moment qui est crucial pour notre ville. Vous allez devoir, dans 3 jours, le président de la République en a décidé, je vous le rappelle, vous allez devoir prendre une décision qui n'est pas ordinaire. Nous sommes en réalité à un moment clé de notre ville. Nous sommes à un moment clé de notre territoire. C'est quoi ce moment clé? Alors, elle est dans une croisée des chemins. Elle est dans ce qu'elle a toujours été, et qui fait que les uns et les autres ont ciblé, entre ce qu'elle pourrait devenir, entre ce qu'elle va devoir intégrer. Par exemple, les questions sur l'environnement. Notre commune est à la croisée des chemins. Et le futur maire, avec la future équipe qui auront à gérer cette croisée des chemins, je peux vous dire que leur profil sera important. Il faudra une équipe solide. Il y faudra un maire solide. Il faudra un maire qui ait de la personnalité. Il faudra des compétences fortes. Il va falloir être solide parce que les enjeux qui sont devant nous sont tout simplement considérables. Ce qui est en jeu, mes chers amis, ce sont les couleurs de notre quotidien. Est-ce que Montgeron conserve des couleurs? Est-ce que Montgeron reste une véritable ville? Ça mérite qu'on s'y attarde. Ça mérite que vous me posiez beaucoup de questions tout à l'heure d'ailleurs. Pour tout vous dire, je suis extrêmement surpris de la tournure que prend cette campagne et de l'attitude de l'équipe sortante. Alors, comment dire? Sylvie Carillon veut être élue. Pour la première fois. Naturellement. Élue la première fois naturellement.
Voilà, hein, voilà. C'est un peu compliqué, c'est un concept. Et voilà, la première fois, elle va être élue, ça ne veut dire plus que ça soit naturel. Alors moi, je me suis posé une question, vous avez compris, je suis regardien, je suis un petit-fils de paysan, mais qu'est-ce qu'il y a de naturel dans cette élection? À mon avis, rien. J'ai l'impression que Madame le maire sortante, elle a la volonté de zapper le débat de fond, avec une assurance et une arrogance qui confine à l'insupportable. Et en plus, avec ce petit air très désagréable à écouter quand on est un peu implanté dans sa ville, de « tout va très bien, Madame la Marquise ». Franchement, je me demande pourquoi il y a encore des élections. Hein. Tout va tellement bien, si j'en crois. De temps en temps, je lis le Manche-Journal. Je me pose aussitôt la question de savoir si on parle de la ville dans laquelle j'habite. Madame Carillon a refusé un débat public. Ça fait 2 mois et demi que je lui propose un débat public. J'ignorais qu'il y aurait l'épidémie, naturellement. Ce débat public, il pourrait se tenir en live sur les réseaux sociaux. Et elle le refuse obstinément. Elle ne me répond jamais. Elle n'en veut pas du débat public. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de ce débat public? Parce que c'est ça la question finalement qui me taraude. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas échanger argument contre argument, projet contre projet? Eh bien moi je vais vous dire, je me demande si Madame Carillon, elle a peut-être peur qu'on lui parle de son bilan. Et on peut l'énumérer, son bilan. Des hausses d'impôts énormes, du jamais vu à Montchamp. Nous sommes la ville la plus imposée du Vallière. Des constructions dans tous les sens, dans la plus grande pagaille, avec un emballement de la hausse de la population. On va monter d'ici 2022 à plus de 2000 habitants. Une démocratie participative en panne, avec des réunions de concertation qui sont devenues autant de couleuvres à avaler pour ceux qui participent. Des services publics sacrifiés. Il y a parmi vous des parents, des grands-parents. Allez dans les écoles de la ville. Vous voyez combien elles sont à saturation et mal équipées. C'est ça un service public sacrifié. Il y a parmi vous des jeunes. Vous voyez ce qui est devenu la politique d'animation des jeunes. Il ne se passe plus rien. Et puis, j'ose le dire, et le mot est fort, et on en discutera peut-être, une vraie incompétence de cette équipe à saisir les enjeux de demain. Eh bien non, cela ne peut pas se passer comme une lettre à la poste, cette élection. Nous avons collectivement le devoir de leur poser des questions. Nous avons le devoir de porter des questionnements, parce que sinon, c'est à désespérer de la démocratie. Alors, au cours de cette campagne, les questions se font nombreuses. En tout cas, moi, j'aurais aimé poser à Mme Carillon, j'espère que dans le cas du 2e tour, elle finira par accepter. J'aurais apprécié de lui poser un certain nombre de questions, et tout ont un impact considérable sur votre vie quotidienne, sur vos familles. Première question, est-ce que vous avez encore un mot à dire sur les projets qui sont décidés dans notre commune et dans notre ville? Ou alors, est-ce qu'on considère que parce qu'en 2014, une équipe a été mise en place, elle peut se comporter comme une sorte de tyrannos locaux qui imposent leurs vues, modifient leurs projets et estiment qu'ils ont le droit de tout faire sans contrôle citoyen? Ça, une des questions qu'on peut se poser. Une autre question qu'on peut se poser dans notre commune, l'environnement. On continue d'en parler ou on prend le sujet à bras-le-corps, ou on essaie de faire de notre ville une ville qui est vertueuse en matière d'environnement? Est-ce qu'on peut penser que dans notre ville, la transition écologique se résume à arracher des centaines d'arbres sans concertation et à les mettre dans des pots de fleurs sur la vie de la République? Est-ce que c'est ça une politique de l'environnement? Voilà une question sur laquelle j'aimerais avoir des réponses. Autre question, notre ville devient-elle un lieu de résidence, parallèle de Paris, ou reste-t-elle une vraie ville, comme elle a toujours été par le passé? Autre question, les services à la population, où en sont-ils? Est-ce que c'est la priorité de la ville de dégager des services à la population? Comment est-ce que cela se traduit dans votre quotidien? Vivez-vous mieux aujourd'hui que voici 6 ans? C'est ça les questions que pose cette campagne. Puis un vrai sujet qui se présente à nous. Est-ce que Montchamp est une ville aussi attractive qu'on le dit? J'en sais rien, j'en suis pas certain. Quand les écoles sont maltraitées, quand les quartiers sont inéquitablement traités, quand de plus en plus on se cache derrière un décor qui fait semblant, la ville de Montchamp ne se résume pas à 600 mètres d'avenue de la République, que je sache. Il y a des milliers d'habitants qui habitent ailleurs.
Et enfin, dernière question que j'aurais aimé poser à Mme Carillon, c'est celle de devenir de notre territoire. Où en est notre agglomération? Alors certes, nous avons le sauveur qui est à sa tête, le multicandidat François Durovray, le candidat compulsif à tous les mandats. Mais pardonnez-moi de vous le dire aussi durement, mais notre agglomération est totalement calminée. Même ses collègues, même ceux qui sont du même parti que lui, crient et affirment en réunion qu'elle est financièrement au bord du gouffre. Voilà toutes les questions qui sont devant nous. Voilà toutes les questions qu'il nous faut traiter. Et j'ai envie de vous dire qu'en 6 ans, nous avons manqué beaucoup d'occasions. Ce mandat est le mandat des occasions manquées. Je vais vous raconter une histoire. Une vraie. Elle m'est arrivée pas plus tard qu'avant-hier matin. J'ai rencontré, à leur demande, plusieurs médecins qui souhaitaient m'entretenir de notre projet d'une maison médicale. Cette maison médicale est le prototype de l'occasion manquée du mandat écoulé. Ces médecins m'ont très bien expliqué la situation. Tout le monde savait qu'à partir de 2017-2018, nous aurions un problème de couverture médicale dans notre commune parce que tout simplement la plupart des médecins, une grosse partie des médecins est partie en retraite. C'est ainsi que le cabinet de la Glacière a fermé. Il y a beaucoup d'autres exemples qui se sont présentés. Tout le monde le savait. Nous le savions tellement fort qu'au sein du conseil municipal, nous n'avons eu de cesse, d'ailleurs plusieurs groupes d'opposition l'ont fait à l'époque, nous n'avons eu de cesse d'attirer l'attention de la municipalité, de la majorité municipale, sur cette situation qui est préoccupante. Excusez-moi de vous dire ce soir, mais savoir que, alors que nous entrons dans une épidémie, on a une couverture médicale médiocre dans notre commune, c'est quand même pas la meilleure des nouvelles. Il y a eu 2 attitudes, et les médecins que j'ai rencontrés avant-hier matin me l'ont souligné. Il y a eu 2 attitudes de la majorité face à cette situation. 2 réponses de Mme Carillon qu'elle m'a faites personnellement. La première attitude, ça consistait à dire qu'il n'y avait aucun problème, et que comme d'habitude, on criait avec le loup, et qu'à Manchon, il y avait des médecins, que tout le monde était très satisfait, et que contrairement à ce qu'on disait, il n'y avait pas de délai. En 2014, il fallait 2-3 jours pour avoir son médecin. Actuellement, il faut en moyenne 2 semaines pour espérer rencontrer son médecin. Les médecins que j'ai rencontrés en sont à des délais d'attente de 3 semaines. La deuxième réponse de Mme Carillon, lorsqu'on est revenu à la charge, a été de nous dire « mais ce n'est pas le rôle de la commune. Ça se passe ailleurs, et puis vous savez, c'est compliqué, c'est difficile, et c'est au-dessus de nous que ça se passe. C'est pour ça que dans d'autres communes voisines, il n'y a aucun problème pour avoir un médecin. C'est exactement pour ça que je veux devenir maire, qu'on arrête d'avoir des occasions ratées, et qu'on prenne à bras-le-corps les vrais sujets, comme celui de faire en sorte que nos concitoyens soient tout simplement soignés. » Il est donc grand temps de remettre tous les sujets sur la table et de les prendre à bras-le-corps. Je suis obligé de vous dire qu'on n'aménage pas une ville comme son jardin, que ça demande une vraie identification des besoins et que ce moment est venu. Ce moment, il est venu pour que Montgeron soit une ville de son temps. Une ville de son temps, c'est-à-dire une ville qui prépare l'avenir de ses habitants, qui le facilite. Le moment est venu aussi pour que Montgeron soit une ville attentive à ses habitants. Parce que si une ville n'est pas attentive à ses habitants alors qu'elle est en proximité, qui pourra faire le job, si vous me passez l'expression? Montgeron, ça doit être une ville de son temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gérer une ville comme il y a 30 ans. 30 ans, c'était simple, on construisait, c'était le développement, on n'avait pas de notion du développement durable, on se posait moins de questions sur l'avenir. Ça ne peut plus, ces temps sont révolus. Il faut nous adapter aux enjeux de la période. Et le premier enjeu de notre période, et c'est un enjeu durable, parce que c'est un enjeu vital, c'est la question environnementale. C'est la question de la protection de l'environnement. Il faut que les villes arrêtent de penser que l'environnement se passe au-dessus d'elles. C'est elles qui sont en première responsabilité, c'est elles qui représentent la moitié de l'investissement public dans ce pays. C'est vous dire si ça se passe ici. Et je suis obligé de vous dire que notre ville continue à fonctionner comme si l'environnement était un mot qui sert à faire beau. L'environnement, c'est beaucoup plus d'autre chose. Alors, il y a des mesures, on pourra rentrer dans le détail lors des questions-réponses que vous souhaitez, il y a des mesures fortes à lancer, sur lesquelles avancer. La première, c'est une mesure simple, il faut arrêter de détruire le moindre mètre carré d'espace naturel. Ça fait 50 ans que tous les maires de Montgeron successifs détruisent
pour des raisons aussi de prise de conscience tardive, détruisent des espaces et des mètres carrés naturels. Au cours du mandat écoulé, il y a encore 6000 mètres carrés qui ont été froidement détruits. Et s'ils sont réduits, il y en aura encore 2500 mètres carrés de plus. Moi, je prends un engagement formel devant vous. J'espère qu'il est filmé. Si je suis élu maire sous mon mandat, en Aide, il n'y aura pas un mètre carré d'espace naturel détruit. C'est défensif, c'est indispensable. Mais naturellement, la protection de l'environnement n'est pas seulement protectrice. Ne se résume pas à le protéger, il faut aller beaucoup plus loin, il faut avoir une démarche proactive. Plus jamais on ne peut gérer une ville comme si l'environnement n'existait pas. Il y a la déperdition d'énergie. Il faut investir dans cette ville, il faut revoir nos équipements, consommer plus durablement, faire en sorte que nos équipements sportifs ne soient pas des passoires thermiques. C'est un exemple. Et il faudra au cours du mandat lancer un plan d'investissement. Et le mandat n'y suffira pas, mais nous devons avancer à marche forcée, lancer un plan d'investissement qui permette de faire en sorte que la consommation de la ville de Montgeron en fluide, en énergie, soit mieux gérée, beaucoup plus précisément. C'est la raison pour laquelle mon équipe, notre liste, a signé le pacte pour la transition, pas plus tard que le week-end dernier, tout simplement pour prendre des engagements quantitatifs, formels, qui nous obligent au cours du mandat à venir. Lorsque vous arrivez aux affaires, vous avez tout un tas de bonnes raisons pour ne plus faire en matière d'environnement. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu signer. Dans mon pays, une signature s'engage. Il faut qu'on arrive à progresser au niveau des chiffres, dans les pratiques, pour qu'on cesse de dépenser notre matière première, qui est celle de la vie. Quand je vois avenue de la République, avenue flambant neuve, avec des trottoirs salissants, que plusieurs fois par semaine, 2 à ma connaissance, on lave à grande eau potable les trottoirs, je me dis que cette ville est devenue complètement folle. Il faut que ça s'arrête. De même, au niveau d'une ville, on ne peut pas faire continuer à vivre comme s'il n'y avait pas de transition climatique. On voit tous bien que l'eau monte plus vite. Malheureusement, je ne sais pas s'il y a des riverains de la rue de Concy ici présents, on voit bien quand même en ce moment, la situation est particulièrement tendue à ce niveau-là. Les étés sont plus pénibles et il faut naturellement aménager la ville en conséquence. Il faudra lutter contre les inondations. Tout ce qui est fait au niveau intercommunal ne suffit pas. Il y a des actions à entreprendre au niveau d'une commune. Il faut arrêter les programmes immobiliers au Moulin de Senlis, parce que sincèrement, ce n'est pas une bonne idée d'y faire des programmes immobiliers. Il faut désimperméabiliser de très très grandes surfaces comme le parking Foch dans la proximité de la gare pour atténuer le choc des inondations de plus en plus fréquentes que nous aurons à supporter. De même, les étés densités sont devenus en termes de canicule. Et bien naturellement, il va falloir développer partout des végétalisations, des îlots de verdure, et pas simplement pour le centre-ville. Vous savez, quand on habite à la forêt qui fait 40 comme l'été dernier, eh bien on a chaud, comme en centre-ville. Eh bien comme en centre-ville, on a droit à des aménagements qui végétalisent le quartier. C'est aussi bête que ça. Enfin, nous aurons un devoir de formation et d'accompagnement de nos concitoyens aux nouveaux enjeux d'environnement. Et je pense notamment aux circuits courts. On voit bien que de plus en plus, il faut qu'on arrive à consommer de manière plus responsable. C'est la raison pour laquelle nous proposons, au cours du mandat, c'est un objectif extrêmement ambitieux, qui sera difficile à atteindre, mais nous nous battrons pour le faire, de passer au 100% bio ou agriculture raisonnée et circuits courts au niveau des nourritures qui sont servies à nos aînés et à nos enfants dans le cadre de la restauration collective. Il est grand temps qu'une ville comme la nôtre se préoccupe de la santé et du bien-être et du développement du bon goût de ses aînés, mais là c'est largement fait, je le sais, mais aussi de ses enfants. C'est par ce type de mesures que nous apprivoiserons les générations futures aux enjeux du développement durable. Et de la même manière, dans une même optique de formation, nous prendrons des initiatives comme celle de développer des marchés courts en centre-ville, à la forêt, pour que petit à petit, nos concitoyens, qui sont aussi des consommateurs, apprennent et découvrent les enjeux de la consommation responsable. Voilà ce qu'une ville comme la nôtre peut faire. Il y a beaucoup d'autres sujets qui ont été proposés dans le programme, peut faire en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Je vous disais que Montgeron peut être une ville de son temps. Une ville de son temps, c'est une ville qui écoute ses habitants. Comme je le disais, le temps des seigneurs est fini, le temps des colonies aussi, Dieu merci, et le maire, c'est pas le grand chef Sioux. Le maire,
c'est un animateur, c'est quelqu'un qui explique, qui motive, qui sait prendre des décisions, mais en écoutant. Et si on veut que l'écoute se développe véritablement dans notre commune, il faut créer une vraie constitution de la démocratie locale. Si nous sommes élus, nous mettrons en place des groupes de réflexion thématique sur tous les grands sujets transversaux. L'éducation, l'économie pour les commerçants et les entrepreneurs, l'environnement bien sûr, la jeunesse, pour que tout simplement, lorsqu'on prendra des décisions les concernant, les choses se fassent intelligemment. Un exemple, la maison des associations, nous en proposons une, devra être construite, bâtie et développée en concertation avec les associations. C'est une banalité ce que je suis en train de vous dire. Simplement cette banalité, en 2020 à Montcheron, elle ne se réalise même pas, puisque tout se décide dans le bureau du maire. Il faut sortir de cette spirale mortifère. De même, en termes de démocratie locale, nous devons être capables de renforcer le pouvoir des conseils de quartier, de les faire agir en proximité et de leur donner un pouvoir budgétaire réel. Notre proposition, c'est de faire un pouvoir budgétaire de 30 000 € par an et par conseil de quartier. C'est ainsi que nous recréerons une dynamique citoyenne et qu'on prendra tout simplement des décisions plus intelligentes. Je vous donne un exemple. Moi, je fais beaucoup de porte-à-porte. Vous savez quel est le mot qui me revient le plus souvent porte-à-porte? Alors ça varie un peu suivant les quartiers, mais vraiment c'est devenu comme une musique qui sonne très désagréablement aux oreilles. Le mot qui revient le plus souvent, c'est « qu'est-ce qui nous prépare encore ?» Qu'est-ce qui nous prépare? L'autre fois, j'étais au Moulin de Senlis, et les gens disent « qu'est-ce qui nous prépare encore ?» Toi, j'étais avec la sienne, je dis « mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là ?» Parce que vraiment pour la circulation. Et bien quand on en est là, ça veut dire que la défiance par rapport au pouvoir en place est énorme. Et dans notre société, quand la défiance est aussi énorme, on ne peut plus rien obtenir. Tout se bloque, tout devient problème, et on n'avance plus. Il va falloir qu'on restaure la confiance au cours du mandat à venir, pas avec des bonnes paroles, mais avec un vrai fonctionnement d'une démocratie participative. Une ville de 100 ans, c'est aussi une ville qui met en place les services de demain. Il ne s'agit pas simplement de faire d'inventer des petits trucs simplistes pour faire croire que la ville se bouge. Non, la ville a besoin de services. Je vous ai parlé de la maison médicale, je ne m'étends pas plus, vous aurez peut-être des questions sur ce sujet. Je vais vous parler du télétravail et du coworking. Vous avez vu récemment, on les accumule en ce moment, il faut reconnaître. Il y a eu cette grève majeure des transports, pour des raisons que je ne commenterai pas. C'était un combat qui pouvait être mené et qui a donné lieu à un long combat. Et cette grève majeure a posé la question du télétravail. Une ville comme Brunois a 80 places de télétravail, a 80 places en construction de télétravail. À Montcheron, on a réussi à grand mal à trouver une quinzaine de places de télétravail pour que les gens qui ne pouvaient pas se rendre à leur travail puissent malgré tout continuer tout simplement à se retrouver et à essayer d'avancer. Et pour ça, il a fallu neutraliser quasiment la totalité de la médiathèque. Voilà où nous en sommes. Une ville de 100 ans, c'est une ville qui est capable de développer ses services. Et nous, type de services qu'on développera, si nous sommes élus, en partenariat avec le secteur privé, parce que ça se passe avec le secteur privé, il y a de vrais experts, c'est des espaces de travail et de coworking. Une ville de 100 ans, c'est une ville aussi qui est capable de sous-traiter, de déléguer une partie de son action, notamment au milieu associatif, qui est tellement créatif. Encore faut-il le soutenir. Encore faut-il créer une maison des associations. Et c'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes une ville de notre temps, on créera un véritable lieu de vie, avec une maison des associations qui prendra place dans le quartier du marché, à côté d'ici, tout simplement, dans les locaux des anciens services techniques. Voilà ce que c'est une ville de 100 ans. Une ville de 100 ans, c'est une ville qui crée des équipements de demain. Un seul exemple, les équipements sportifs. Le sport, il n'y a rien de plus fédérateur, il n'y a rien de plus formateur. Voyez l'état de nos équipements sportifs. Il faut naturellement les remettre à niveau pour qu'ils pratiquent un sport soit plus facile, plus agréable, plus motivant, mais aussi pour qu'il soit plus vertueux d'un point de vue environnemental. C'est la raison pour laquelle je vous annonce qu'au cours du mandat à venir, 10 à 15% du budget d'investissement, soit 8 à 10 millions d'euros, seront entièrement consacrés à la remise à niveau de nos équipements sportifs couverts. Je parle des gymnases picots, je parle du tennis couvert, je parle de l'ensemble de nos équipements couverts. C'est naturellement de couvertin. C'est ainsi qu'on redonnera aussi l'envie à nos jeunes de pratiquer le sport. Voilà ce que c'est une ville de 100 ans. Le tout sans s'embarrasser d'idéologie, le tout en osant innover. Il faut sortir des lieux communs qui vous disent « Oh, ça c'est pas possible, ça c'est... » Le nombre de fois, Madame le maire, en conseil municipal, mais non, ça
ça sert à rien, ça ne s'est jamais fait comme ça finalement, c'est à ça qu'on reconnaît les vrais conservateurs d'ailleurs. Donc il faudra qu'on soit capable d'innover. Quand on fait une fête du commerce un dimanche, pourquoi pas rendre le centre-ville piétonnier? Ça se passe bien, ça permet aux gens de redécouvrir leur centre-ville. Lorsqu'on parle de protection de l'environnement, de désimperméabilisation, pourquoi ne pas créer une société coopérative d'exploitation des jardins privés qui sont en friche? Pourquoi pas développer un programme de 3 hectares comme on le propose, de jardins partagés, où les gens peuvent découvrir les plaisirs d'un retour à la nature dans un environnement citadin? Pourquoi ne pas enfin réaliser ce projet dont on nous parle depuis 20 ans et qui n'a jamais avancé, qui est celui d'un écoquartier au réveil matin? Nous avons une verrue avec les anciens locaux de France Télécom. Il y a là de quoi créer des équipements, des activités qui peuvent avancer en symbiose avec la nature et en respect de notre environnement. Voilà ce que c'est une ville de son temps. C'est aussi une ville qui ose innover. Mais une ville de son temps, une ville qui avance, c'est une ville qui doit rester attentive à ses habitants. Les habitants, vous savez, ce n'est pas une variable d'ajustement de la commune. En ce moment, la question que je me pose, c'est quoi s'occuper des habitants finalement? Alors je lis l'abondante littérature par lettre privée que répand Madame le maire auprès de toute la population depuis une semaine. J'ai l'impression qu'elle a dû avoir un sondage qui n'est pas très sympathique, parce que visiblement elle s'affole, elle écrit à tout le monde dans tous les sens. Et c'est à chaque fois la même musique. Alors si vous habitez à Münzenar, on vous promet de travailler sur la vitesse trop forte. Si vous habitez rue Mainville, on vous promet de refaire les trottoirs, de refaire la voirie. Ça s'appelle le clientélisme en bon français. Eh bien, on n'aménage pas une commune par le clientélisme. On aménage une commune par un plan structuré en plaçant les habitants au cœur de toutes les préoccupations de la municipalité. Donc une ville qui s'aménage correctement, c'est une ville de service. Une ville où on bâtit des services qui simplifient la vie du quotidien, qui préparent tout le monde dans la famille, notamment les plus jeunes, à affronter l'avenir. L'état de nos écoles est proprement dramatique. Elles sont saturées de toutes parts. Les enfants à Ferdinand Buisson sont dans des algécos. À Victor Duruy, les conditions d'accès aux restaurants scolaires sont juste inacceptables. Et quant à l'école Jules Ferry qui vient d'être faite, j'aimerais annoncer qu'elle est d'ores et déjà trop petite par rapport au nombre de constructions qui sont en préparation dans le secteur du réveil matin et de la glacière. Donc si nous sommes élus, une ville attentive à ses habitants, ce sera une ville qui revisitera l'ensemble de nos écoles pour y améliorer les conditions d'accueil. Une ville attentive à ses habitants, c'est une ville qui n'attend pas un mandat pour refaire un restaurant, une cuisine centrale qui est dans un état pitoyable, dont nous a dit il y a quelques années qu'elle a été même périlleuse pour les enfants, sur laquelle, pour l'instant, rien n'a été fait. Une ville qui est attentive à ses habitants, c'est une ville qui se pose la question de ses anciens. C'est une des grandes surprises pour moi de cette campagne, notamment dans les quartiers comme Gaston-Manchin, La Forêt. Nous avons rencontré beaucoup de nos aînés qui sont coupés du monde, qui sont seuls, qui sont isolés, qui ont une fin de vie que je ne souhaite à personne. Et pour ces aînés, rien n'est fait. Alors faire une sortie une fois par an, c'est sympathique, mais tout cela, ils n'y sont pas. Et une ville attentive à ses habitants, c'est une ville qui sait prendre à bras-le-corps ce sujet. Nous créerons, si nous sommes élus, un réseau des voisins bienveillants, c'est-à-dire de volontaires qui viendront aider nos aînés. Nous créerons, si nous sommes élus, une navette santé pour que nos aînés puissent tout simplement se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Tout cela sont des propositions simples, assez peu coûteuses. Ce sont des propositions sur lesquelles nous n'avons pas avancé. La lutte contre la solitude des anciens est un devoir d'une ville attentive à ses habitants, de même que la sécurité est un autre devoir. Et on ne peut pas considérer que parce que l'on a posé quelques dizaines de caméras, dont certaines sont factices, expérience du matin, que l'on a traité le problème de la sécurité. La sécurité, ça se travaille au quotidien, ça se travaille en permanence. C'est la raison pour laquelle nous développons une police de proximité, non pas pour réprimer, mais pour accompagner et rassurer la population. Une ville comme Montgeron devrait avoir 20 policiers municipaux, elle en a à peine 10 à l'heure où je vous parle, même si Montgeron Mag, mais c'est comme Radio Paris, Montgeron Mag ment parfois, on annonce 27 dans sa dernière publication. Une ville attentive à ses habitants,
c'est une ville qui traite équitablement tous les quartiers. Je ne vous ferai pas l'injure de tenter de vous démontrer que les quartiers de la ville sont traités inéquitablement. Il suffit de se promener dans cette commune pour s'en rendre compte. L'essentiel, pour ne pas dire la quasi-totalité des moyens en termes d'aménagement urbain de qualité, a été concentré sur 600 mètres d'avenue de la République. Bien sûr qu'il fallait refaire l'avenue de la République, mais il fallait aménager et travailler sur l'ensemble de la ville. En la matière, il faudra naturellement reprendre tout le retard qui a été fait. Par exemple, le centre commercial de la Forêt devra être complètement revalorisé puisqu'il est complètement en perdition. Il faudra pousser l'installation de services publics, de commerce dans des structures comme le centre commercial de la Forêt ou même dans des quartiers comme la Glacière qui sont complètement abandonnés. Et une de nos propositions consiste à mettre en place des services publics déconcentrés. On comprend bien qu'il n'est pas vertueux de demander à toute une partie de la population de prendre la voiture, puisqu'à Montchamp, ça se finit souvent comme ça, pour aller en centre-ville pour réaliser des démarches administratives. C'est la raison pour laquelle, 2 fois par mois, dans l'ensemble des quartiers de la ville, nous organiserons des permanences administratives où les habitants pourront venir réaliser leurs formalités les plus basiques. On me répondra facture numérique. Bien sûr que le numérique est important. Mais au-delà du numérique, n'oublions jamais qu'il y a des personnes qui sont en difficulté, qui ne sont pas équipées. C'est ces personnes qu'il faut accompagner. Il faut rapprocher dans tous les quartiers de la ville les services publics. C'est un engagement fort de mon mandat et je peux vous assurer en plus que ça ne coûte quasiment rien. C'est juste du redéploiement des services. Voilà ce qu'on peut faire quand on est attentionné à tous les quartiers et qu'on n'est pas simplement obsédé par 600 mètres d'avenue de la République. Une ville, enfin, c'est du bien social. D'ailleurs, c'est ce qui fait chaud au cœur ce soir, c'est de voir qu'on est capable encore de se retrouver dans une ville, même dans des périodes difficiles, pour simplement penser, échanger ensemble sur ce qu'elle doit devenir. Le lien social a beaucoup diminué au cours du mandat écoulé. Moi, quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, on se donnait toute une foultitude d'amis parce qu'on n'arrêtait pas de se rencontrer dans la rue. Il y avait des occasions par dizaines. Maintenant, nous avons le droit de faire la fête. Je caricature un peu, j'exagère, mais je me laisse emporter par mon propos, probablement. On a le droit de faire la fête une fois par an au mois de juin, comme c'est écrit sur les affiches, de 12h à minuit. Ensuite, garde à vous, on reste sérieux. Ce n'est naturellement pas acceptable, donc nous relancerons le carnaval de la ville, qui est la seule fête qui permet de fédérer tous les quartiers, qui permet de travailler avec les associations et qui est une fête qui ne coûte rien à faire parce qu'en réalité c'est simplement de la bonne volonté et du militantisme. Nous relancerons une vraie fête de la musique. Vous avez le droit Nous relancerons une vraie fête de la musique parce qu'on a le droit de s'amuser à Montchamp aussi. C'est pas complètement interdit. On peut se promener, écouter de la musique, bonne ou mauvaise, principalement bonne à Montchamp. Franchement, on a la meilleure musicienne du monde. On a le droit de repenser les journées du patrimoine qui ronronnent, on a le droit finalement de faire preuve d'invention pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse faire la fête ensemble, pour qu'on puisse dire à la face de la terre entière qu'on est heureux d'être ensemble. Voilà ce que c'est une ville aussi qui attentive à ses habitants. Je suis forcé de vous dire que sur tous ces sujets, Montchamp prend du retard. Je pense qu'il est rattrapable, mais nous sommes en retard. Nous sommes en train de perdre du terrain, nous sommes en train de perdre objectivement ce qui fait l'attractivité d'une commune comme la nôtre. Vous savez, l'attractivité d'une commune, ça ne se résume pas au prix du mètre carré. C'est une notion, c'est pas la seule. Si nous ne réagissons pas très vite, dès maintenant, nous allons être en train de passer à côté de l'essentiel. Alors dimanche, vous allez voter. Vous n'oubliez pas. C'est pas pour nous. Vous allez voter. D'accord. Donc, au moment où vous allez voter dimanche, n'oubliez pas cela. Posez-vous une question simple. Est-ce que vous voulez que la ville continue sur la même voie que celle que nous connaissons depuis 2014 ? Vous avez le droit d'avoir votre propre réponse. Mais moi, je ne me résous pas à ce que cette ville continue dans la voie ouverte depuis 2014, qui est inéquitable et qui fait fi de l'intérêt des habitants. Vous allez voter dimanche. La communication, c'est la répétition. N'oubliez pas que vous avez pu identifier des travers dans l'équipe en place. Si elle est reconduite, elle aura les pleins pouvoirs. Vous le savez.
Je suis persuadé que tous ceux qui travaillent dans des écoles actuellement à Montgeron sont vraiment fous de bonheur à l'idée que Mme Carillon ait les pleins pouvoirs pour les gérer dans les 6 ans à venir. Je suis persuadé que tous ceux qui sont dans des quartiers oubliés vont être ravis d'apprendre que Mme Carillon a les pleins pouvoirs pour finir le centre-ville, puisque c'est ce qu'elle annonce dans son programme. Eh bien, donner les pleins pouvoirs à l'équipe de Mme Carillon, eh bien, je ne m'y résous pas non plus. Et vous savez pourquoi elle aura les pleins pouvoirs? Parce que si elle est réélue, vous lui aurez dit qu'elle a raison. Elle a raison de ne pas vous écouter. Elle a raison de concentrer les moyens au même endroit. Elle a eu raison d'augmenter les impôts. Eh bien, excusez-moi de vous le dire, à cela non plus, je ne me résous pas. Et je pense que si le premier tour est conforme à nos attentes, si on ne veut pas se résoudre à tout cela, il va falloir prendre de vraies décisions. Et je le dis aux représentants des autres listes présents dans cette salle. Je crois que nous allons avoir, nous trois, puisque nous sommes des listes d'opposition, toutes s'affirment comme telles, aucune de ces listes n'envisage au grand Dieu une alliance avec Mme Carillon. Nous allons avoir une responsabilité commune de savoir dépasser nos ambitions personnelles, et on en a, et c'est légitime, de savoir dépasser des clivages artificiels pour tout simplement répondre à cette question. Est-ce qu'on veut un nouveau cap pour Montgeron? Est-ce qu'on veut dépasser le mandat en cours? Est-ce qu'on veut que ça change? Eh bien moi, je l'annonce publiquement ce soir. Voilà. Je suis prêt à dépasser les clivages politiques. Je suis prêt à dépasser les ambitions personnelles. Il faut qu'ensemble, on arrive à faire bouger cette ville. Et j'espère que je suis entendu. Sinon, tous ceux qui n'auront pas permis ce rassemblement seront responsables, ils pourront être satisfaits, mais seront responsables de ce qui politiquement responsables de ce qui se passera dans les 6 années à venir. Voilà notre combat. Voilà notre devoir. Voilà pourquoi nous nous battons avec mon équipe, avec énergie dans cette campagne. Et je crois qu'on nous reconnaît une certaine énergie dans cette campagne. Voilà pourquoi je vous demande de nous faire gagner. Nous sommes prêts. Je suis prêt. Nous avons la capacité et la passion d'agir. Et nous voulons la mettre au service de notre ville. Vous savez, la vie politique a toujours été ma passion. Donc je suis en train de vivre un grand moment. Parce que je m'engage pour une collectivité qui me tient à cœur. Ce combat, je l'ai choisi et je vais le mener jusqu'au bout. Ma mère ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais passionné par la vie politique depuis que j'étais tout petit, en réalité. Je ne me demandais pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer. Elle ne comprenait pas, et puis, bon, la vie aidant, elle est malheureusement partie. Elle s'était faite à l'idée que je serais quelqu'un d'engagé dans la vie de la cité. Elle m'avait juste dit, dans les derniers temps, elle m'avait dit, essaie d'être comme je t'ai éduqué. J'ai essayé d'être comme je t'ai éduqué, et c'était une femme très simple, ma mère. Solide et simple. Elle m'a dit, sois tenace, sois énergique, sois respectueux. Je pense que si je serais élu, je serais un maire tenace, énergique. Et le dernier point n'est pas le moins important, et respectueux des habitants. Nous avons, avec toute mon équipe, besoin de vous. Très clairement le week-end prochain. Nous allons faire mentir tous les pronostics. Nous allons faire taire toutes les arrogances. Nous allons tout simplement y arriver. J'en suis persuadé. Alors, nous comptons sur vous. Je compte sur vous. Dimanche, c'est à vous de jouer. Merci.